Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la notion de morale. Qu'est-ce que la morale? La morale, très basiquement, est un concept désignant l'ensemble des règles ou préceptes, obligations ou interdictions, relatives à la conformation de l'action humaine au sein d'une société donnée. Cela en est la définition simple, mais il y a beaucoup plus à comprendre pour apercevoir l'intérêt et l'effet de la morale sur notre monde. Tout d'abord, il ne faut pas confondre le sens du mot morale avec l'idéologie correspondant à la vision moderne d'un comportement jugé bon, car cela n'a rien à voir. Bien que de nos jours, la morale européenne soit fortement liée à l'altruisme, l'empathie et l'humanisme, ces diverses caractéristiques n'en sont pas la définition globale. Pour la définir universellement à travers le temps, on peut dire qu'un individu qualifié de moral sera enclin à suivre lesdites règles morales de sa civilisation, permettant donc une synergie et une collaboration certaine entre les groupes appartenant à cette même culture. Une action morale est donc un acte participant au renforcement de la cohésion d'un groupe humain. Par ailleurs, la réciproque est aussi vraie, une action immorale est donc une action nuisible à la synergie du groupe adoptant globalement cette morale. De plus, en s'intéressant à la question du bien et du mal, la morale se distingue de la logique, qui n'a comme valeur que le vrai ou le faux, et du droit, c'est-à-dire le légal ou l'illégal. C'est d'après ces valeurs de bien et de mal, que la morale fixe des principes d'action, qui peuvent s'apparenter à des devoirs de l'être humain, vis-à-vis de lui-même, des autres individus, et de l'ensemble de la société. Cependant, les notions de bien et de mal varient énormément en fonction des différentes époques et civilisations. Il n'y a pas de règle fixe si l'on observe l'humanité dans son ensemble. Il ne faut donc pas considérer la notion de bien moral comme étant le résultat du diktat qu'il représente aujourd'hui en Europe de l'Ouest. En effet, pour prendre quelques exemples au hasard parmi des milliers d'autres, on peut dire que les croisés criaient bien Deo volente, Dieu le veut, en massacrant leurs semblables, sous-entendu en faisant le bien moral. Les Romains réduisaient bien une grande partie de l'humanité en esclavage, faisant peser un droit légitime de vie et de mort sur les individus, au nom d'un droit moral. Et plus récemment, des pratiques comme l'excision, le viol ou la lapidation sont qualifiées de morales au sein de certains groupes humains. Vous n'avez qu'à voyager dans des pays d'Asie, d'Afrique, d'Océanie ou d'Amérique pour apercevoir à quel point, même sans prendre des cas à part, la loi morale est variable au sein de l'humanité. Ainsi, pour caricaturer un peu les choses, on peut avancer que le bien d'aujourd'hui est le mal d'hier. Le mal d'hier sera le bien de demain, et le bien de vos voisins sera le futur mal de vos contrées. La morale du bien et du mal demeure un mouvement volatile, dont les caractéristiques varient en fonction de l'histoire, de l'éducation et de l'environnement complexe de chaque être humain. Lors de votre naissance, c'est la morale de votre civilisation qui vous est apprise, tout comme on apprend à parler une langue. Cette morale, elle n'est pas innée, mais bien acquise. Par ailleurs, la morale, comme nous l'avons exprimé, vise à maintenir une forme collective d'organisation sociale, favorisant l'intérêt général, mais elle vise également à agrémenter les critères de la vie personnelle de chaque individu. Ainsi, même si un schéma moral est globalement adopté selon chaque culture sociale, à l'intérieur de ces cultures, différents types de moralité peuvent parfois cohabiter ensemble, avec un degré variable de cohésion. C'est ce qu'on peut appeler des morales personnelles. Et en toute logique, si la morale adoptée au sein d'un groupe est trop variable, alors cela remet en question, à long terme, la stabilité et l'épanouissement de ce dernier, et donc l'avenir de la civilisation auquel il appartient. De nos jours, certains pays dirigés par des gouvernements fantasques devraient prendre le temps de se pencher sur ce point essentiel de la cohésion sociale, qui par le passé a déjà à maintes fois montré son caractère déterminant, de par l'effondrement de civilisations qui n'avaient plus de fondement moral collectif assez fort. De surcroît, pour comprendre la substance réelle de la morale, il convient de s'intéresser à l'apparition de cette dernière au sein de notre espèce.
Ainsi, l'ensemble des règles morales ayant guidé la conduite de nos ancêtres au fil des âges, qu'elles soient jugées bonnes ou mauvaises à présent, comme par exemple, le fait de se sacrifier pour sauver une femme ou un enfant en détresse, faire serment d'allégeance, ne pas mentir, respecter sa parole quoi qu'il en coûte. Ou bien encore, combattre sans fourberie, tuer sans pitié des individus caractérisés comme dangereux, coopérer dans l'honneur, être un bon maître ferme pour son esclave, et corriger sa femme lorsqu'elle n'obéit pas, sont autant d'exemples de comportements moraux adaptés en fonction de l'époque. Comprenez que ces attitudes coûtent à celui qui les respecte. C'est-à-dire, qu'elles diminuent potentiellement ses chances de survie, en limitant quantitativement ses facultés d'adaptation dans une situation donnée. Et comme vous vous en doutez, limiter son adaptabilité, c'est réduire de pair ses chances de prospérer, et donc de se reproduire. Ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre où nous voulons en venir, car de nos jours cela ne vous paraît pas évident, mais il y a des milliers d'années, c'était capital. En réalité, à mesure que l'on remonte le fil du temps jusqu'au frémissement de l'humanité, là où seulement quelques petits groupes dispersés sur la planète formaient alors l'ensemble de l'existence de notre espèce, l'adoption de ces comportements moraux avait des conséquences fondamentales. Ce type d'attitude peut paraître limitante et coûteuse au premier abord, car non utile à la survie d'un individu en situation critique. Et l'évolution prévoit toujours de sélectionner les individus dont les actes apportent un avantage en termes de survie ou de reproduction. Or, ce n'est pas forcément le cas d'un comportement coûteux, car bridé par une loi morale. En effet, l'individu moral se prive d'un champ d'action qui pourrait être salvateur dans une situation donnée. De fait, pourquoi une forme de morale existe-t-elle dans toutes les sociétés humaines? Et pourquoi eût-elle été sélectionnée consciemment ou non, chez nos ancêtres? Examinons donc, comment est apparue la notion de morale, coûteuse en termes de survie. La biologie de l'évolution propose plusieurs hypothèses à ce paradoxe, qui reposent toutes sur une idée simple. Les actes moraux ne sont coûteux qu'en apparence, et procurent en fait des bénéfices cachés. Ainsi, si les bénéfices de l'adoption d'une forme de morale collective dépassent les coûts, le paradoxe disparaît. D'abord, la morale bénéficie aux individus les plus proches génétiquement, c'est-à-dire les membres d'une même famille. En effet, quand on calcule les coûts et les bénéfices d'un comportement, on se réfère toujours aux gènes et à leur transmission. Ainsi, si nous agissons en adoptant une règle morale envers nos proches, par exemple, en se refusant à les massacrer ou à les priver de notre collaboration, cela nous coûte éventuellement, mais notre famille à l'échelle globale en tire des avantages certains. Or, comme nous partageons certains gènes, ces comportements moraux seraient des moyens indirects de favoriser la propagation de notre patrimoine biologique, par le biais d'autres organismes que le nôtre, comme ceux des membres de notre famille. Une deuxième explication suggère que les coûts des comportements moraux seraient compensés par des bénéfices liés à la compétition entre groupes. Effectivement, au cours de l'évolution, différents groupes d'êtres humains en concurrence ont adopté diverses façons de coopérer qui pouvaient se transmettre via une culture morale. Mais les groupes ayant adopté et respecté avec constance des normes morales étaient plus coopératifs, plus unis, et donc plus compétitifs que les autres, de sorte qu'ils se seraient maintenus plus longtemps en dominant les autres. Ainsi, à long terme, seuls ces groupes formés d'individus respectant une loi morale auraient survécu, ce qui expliquerait la prévalence d'une recherche de moralité et de codes de conduite aujourd'hui, transmise au fil des générations, par les gènes sélectionnés de nos ancêtres. Cependant attention, les théories évolutionnistes portant sur la morale ne visent pas à expliquer que les éventuels comportements adoptés par le groupe étaient justes ou bienveillants. Ces comportements pouvaient aussi être à la fois très violents et meurtriers, pour assujettir en esclavage une partie de la population, ou massacrer des peuples dans leur intégralité, comme l'histoire le montre. L'idée primordiale à comprendre dans cette adoption sélective d'une morale au sein d'un groupe, tient plus du fait de la capacité globale du groupe, à respecter cette norme sur la durée, plutôt qu'à la qualité humaniste de la norme en question. Enfin, d'après une troisième explication, les coûts des comportements moraux seraient compensés par des bénéfices dits sociaux. En effet, l'homme est un animal social unique, qui obtient la majorité de ses ressources par la coopération. Chasser,
construire des habitations, se protéger des prédateurs et de ses congénères, élever ses enfants, tout ou presque est affaire d'association. Il est donc primordial pour l'homme d'être choisi par d'autres comme partenaire. Ce qui soulève une question, comment être sélectionné par autrui, en particulier dans une espèce où la réputation a une si grande importance. En effet, c'est le respect de normes morales qui nous permettrait d'adopter des comportements améliorant notre réputation et notre fiabilité. Au contraire, au cours de l'évolution, les individus amoureux auraient été moins souvent choisis comme partenaires, auraient eu moins d'opportunités de coopération et donc auraient eu plus de difficultés à survivre et à se reproduire. Ainsi, le sens moral est un outil de navigation dans un monde social sélectif. D'autre part, des études extrêmement intéressantes montrent à quel point notre cerveau, lieu où le sens moral se forme via des connexions synaptiques, est extrêmement influencé par notre environnement. On peut alors comprendre ce qui pousse nombre d'entre nous à suivre une idéologie dominante, quelle qu'elle soit, de manière instinctive, sans porter une réflexion plus poussée. C'est ainsi que la pensée unique, l'idéologie des masses, et le politiquement correct ont de beaux jours devant eux, si l'on en juge par l'étude du cerveau. Selon diverses expériences, nous aurions dans la tête un senseur de l'idéologie dominante. Ce circuit cérébral s'active lorsque nous formulons un jugement qui s'écarte de la majorité et nous conduit à réviser nos opinions pour mieux s'ajuster au goût dominant. Ainsi, des sujets participant à une expérience ont observé des photographies d'hommes et de femmes, tout en devant indiquer lesquels leur semblaient les plus beaux ou attirants. Une fois sur deux, on leur communiquait l'avis de la majorité. Pendant ce temps, un scanner mesurait l'activité de leur cerveau. Tant que l'avis de l'individu correspondait à celui de la majorité, rien ne se passait. Mais, si un écart apparaissait, deux zones cérébrales s'activaient instantanément. Ces zones, nommées noyau accumbens et cortex singulaire rostral, constituent ce que les neuroscientifiques nomment le circuit de détection des erreurs. Un tel circuit s'active, par exemple, lorsqu'un élève donne une réponse en classe, qu'il croit qu'elle est bonne, mais que son maître lui dit que non. De la même façon, les sujets de cette expérience croient leur jugement correct tant qu'ils ne connaissent pas l'avis de la majorité. Mais, lorsqu'on leur communique, ils sont convaincus, tout compris, qu'ils se sont trompés, qu'il leur faut réviser leur jugement. Dans ce cas, sûrement, est-ce une autre personne qui est la plus belle, ou la plus désirable. C'est ainsi que l'on croit désirable, et comme vrai, ce que le discours dominant nous désigne comme tel. Qu'il s'agisse de la mode, d'une idéologie, du discours médiatique, de l'impact de mouvements sociaux, de courants politiques, puis bien sûr de valeurs morales, voici localisée dans le cerveau, la source de tous nos conformismes. La masse constitue pour l'individu l'équivalent du maître pour l'élève. Comme nous l'avons vu, si le cerveau humain s'est doté de structures qui le prédisposent au conformisme, c'est que ces structures étaient, et sont favorables, voire indispensables à la survie. Le conformisme était donc, pour le cerveau, un acte accroissant les chances de prospérer dans les sociétés de nos ancêtres qui ont formé notre génome actuel. Dans celle-ci, l'être humain ne pouvait subsister qu'au sein d'un groupe. Adopter les pratiques et les façons de penser du groupe était le plus sûr moyen de s'y faire accepter et d'affronter les éléments naturels. Aujourd'hui, cette caractéristique n'a pas changé, car les hommes ne sont toujours pas conscients de cette pente de leur comportement. Mais ne vous inquiétez pas, cette faiblesse de la biologie humaine est bien connue des gens qui vous dirigent. Ils ne se privent pas d'utiliser les caractéristiques du cerveau de leur administré pour les manipuler dans le sens de leur intérêt. Si les individus réfléchissaient vraiment à ce qui les entoure, en s'extrayant de leurs caractères congénitaux d'humains primaires, par la pensée et la compréhension de leurs mécanismes cérébraux, alors ils se rendraient compte à quel point ils sont parfois manœuvrés. Pour en finir avec la morale, n'oubliez pas, cette dernière vise à plaire à tous, mais plaire à tous, c'est aussi plaire à n'importe qui.